Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Aujourd'hui, on va parler du VeChain comme convenu parce que c'est vrai que vous me l'avez demandé dans les commentaires, notamment Roger, donc spécial dédicace à Roger pour avoir demandé le VeChain. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc je t'ai fait une vidéo spécialement pour expliquer le VeChain et j'en profite voilà, pour expliquer à tous mes abonnés, parce que c'est vrai que je parle souvent du VeChain dans mes actualités crypto. Je me base sur ce projet parce que c'est vraiment un projet à mon sens solide et je dois d'ailleurs rappeler que cette vidéo est à titre informatif et n'est en aucun cas un conseil en investissement parce que je ne suis pas un conseiller en investissement d'ailleurs. Et donc, bien sûr, tous les choix de vos investissements en termes d'achat dans la crypto-monnaie ou n'importe quoi, etc., sont de votre responsabilité, bien évidemment, et je dois vous le dire, je suis obligé. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est le VeChain, je vais vous présenter la blockchain dans laquelle fonctionne le VeChain, je vous présente également la place du VeChain dans le monde des entreprises, mais également de plus en plus dans le monde des particuliers et même du métaverse, vous allez voir. Donc c'est vrai que ce projet est assez complet, mais bien sûr il a également, donc, comme tout projet, des avantages et des défauts, et je vais vous présenter également les défauts de façon objective dans cette vidéo. Comme ça vous aurez un ensemble global d'informations sur la crypto-monnaie VeChain. Voilà, bon, mais bien sûr avant ça je vous invite à voir mon trailer. Sur mon site cryptoforce.fr, donc si, parce que là, il y a beaucoup d'informations, donc si vous voulez retrouver ces informations au calme, je vous invite à aller sur mon site cryptoforce.fr pour lire l'article et également vous documenter sur les sources. Donc déjà, pour commencer, on va parler des objectifs du projet. Donc le VeChain a été lancé en 2016 par Sunny Lu, et ce qui est très intéressant, c'est que déjà le VeChain, ce n'est pas une entreprise, c'est une fondation. Parce que vous avez la crypto-monnaie VeChain, mais derrière, vous avez le développement de cette crypto-monnaie grâce à une fondation et non une entreprise. Et donc, la différence entre une fondation et une entreprise, c'est qu'une entreprise a l'objectif global de faire de l'argent, de répondre à un besoin en gagnant de l'argent également au passage, alors que l'objectif d'une fondation, c'est de répondre aux objectifs initiaux, je dirais peut-être philosophiques, philanthropiques, sans avoir l'absolue nécessité de faire de l'argent. Et bien évidemment, ils ont quand même besoin d'avoir de l'argent pour financer leur projet, mais ce n'est pas leur objectif initial de base. Bon, et donc l'objectif de la fondation VeChain, en un premier temps, c'est d'améliorer la traçabilité des produits et de supprimer la contrefaçon. Ça ne peut pas être plus clair. Et donc ces objectifs, en fait, s'expliquent vraiment quand on constate le profil de Sunny Lu, le président de la fondation VeChain, qui était en fait un ancien CIO de LVMH en Chine. Et donc, on sait très bien que tout l'écosystème de luxe en Chine est totalement gangréné par la contrefaçon qui, après, se déporte au niveau du commerce international sur les marchés européens et notamment américains. Bon. Et donc, bien sûr, comme vous le constatez là, à la base, le projet VeChain, lui, il s'adressait vraiment aux entreprises puisque c'est des entreprises qui sont concernées par la contrefaçon et non pas les particuliers au début, en termes d'objectifs de rendement. Bon. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi le VeChain lutte contre la contrefaçon. Mais avant ça, déjà, je vous parlais de la blockchain du VeChain. Je vais faire un petit rappel d'ailleurs de ce que c'est la blockchain des crypto-monnaies en général. Donc, vous savez que déjà, il y a plusieurs types de consensus et plusieurs types de blockchain dans le monde. Vous avez le Bitcoin, par exemple, et l'Ethereum qui fonctionnent sur une blockchain qui, elle, est basée sur un consensus de proof of work, c'est-à-dire de minage. Et donc, vous avez un fonctionnement derrière, c'est un ensemble d'ordinateurs qui mettent en place, qui allouent leur puissance de calcul pour faire fonctionner derrière un algorithme de la blockchain du Bitcoin, de l'Ethereum. Et ça, c'est ce qu'on appelle le minage. Mais le problème, c'est que l'ensemble de ces ordinateurs émettent beaucoup d'électricité. Et donc, c'est un consensus qui fait polémique pour le Bitcoin et l'Ethereum parce que c'est très énergivore. Du moins, l'Ethereum plus maintenant, parce que justement, l'Ethereum a migré vers une autre forme de consensus entre-temps et est devenu moins énergivore. Bon, pour parler du VeChain, la blockchain du VeChain, elle n'est pas non plus se base sur une autre forme de consensus qu'on appelle le consensus de Proof of Authority, qui est
pas du tout, enfin qui est quasiment l'inverse du consensus de Proof of Work. Parce que déjà, avant d'aller plus loin, il faut comprendre que le VeChain, il est basé sur un écosystème d'une blockchain scindé en deux. C'est-à-dire, il y a la crypto-monnaie qu'on appelle le VeChain, qui est la crypto-monnaie principale liée à l'écosystème VeChain. Et vous avez une seconde crypto-monnaie qu'on appelle le VTHO ou VTOR, qui, elle, est plus basée sur les frais de transaction. Et donc, il y a aussi une particularité, c'est que un VET ou un VeChain produit chaque jour 0,00043 VTHO. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, une sorte de rendement. Le VeChain produit automatiquement des VTHO. Et si dans votre wallet numérique, vous avez du VeChain, vous produisez automatiquement du VTHO. C'est comme ça. C'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Bon. Et donc, le principe, en fait, des entreprises qui ont adopté le VeChain, c'est justement de garder en réserve un maximum de VeChain dans leur écosystème parce que plutôt que d'acheter du VTHO de façon régulière pour assurer leurs frais de transaction lorsqu'elles veulent faire des mouvements logistiques ou en production, etc., eh bien, elles vont plutôt garder un maximum de VeChain pour produire de façon gratuite ces VTHO nécessaires absolument pour assurer les frais de transaction. Donc ça, c'est le principe même de l'écosystème du VeChain en termes techniques. Bon. Ensuite, ce qui est aussi évident en tant qu'investisseur, c'est que le VTHO et le VeChain sont toutes les deux des crypto-monnaies qui fluctuent au fur et à mesure du temps et qui ont de la valeur. Bon. Donc là, c'est aussi à savoir en termes d'investissement. Bon. Et donc maintenant, pour en revenir au consensus de Proof of Authority du VeChain, il faut savoir que déjà, pour faire la comparaison avec le Proof of Work du Bitcoin, que le Bitcoin est, avec sa forme de consensus actuel, consomme énormément d'électricité, et notamment, pour être précis, là j'ai les chiffres du 5 mai 2021 de Statista, il consommerait à peu près 143 TWh, c'est-à-dire l'équivalent quasiment, voire même plus qu'un pays comme la Norvège. C'est une énormité absolue. Et en comparaison, la blockchain du VeChain, qui se base sur le consensus de Proof of Authority, elle, consomme exactement sur une année l'équivalent de 4,3 transactions de Bitcoin ou 51 transactions d'Ethereum, c'est-à-dire rien du tout. En fait, il consomme en l'espace d'une année l'équivalent de 2 recherches Google. J'ai vu ça. Donc on voit bien qu'en même temps, le VeChain apporte une révolution aussi sur ce plan-là, et également on voit qu'au fur et à mesure du temps, les crypto-monnaies qui étaient très critiquées à l'époque, comme le Bitcoin, parce que c'était la première crypto-monnaie, et on sait très bien que c'est un peu en fait le Bitcoin de plus en plus au niveau technique, le Moyen-Âge des temps modernes quelque part. Et donc là, on voit qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, il y a des crypto-monnaies comme le VeChain qui émergent, qui sont de plus en plus sont de moins en moins énergivores et qui ont de plus en plus de performance au niveau technique. Bon, après, il faut également savoir que le VeChain a ses défauts, donc au niveau technique, et comme, eh bien, vous savez, le Bitcoin, lui, est basé sur un ensemble d'ordinateurs dans le monde, des centaines de milliers, que c'est la décentralisation qui domine le réseau du Bitcoin, et bien, pour corrompre le réseau du Bitcoin, il faudrait corrompre justement ces centaines de milliers d'ordinateurs en même temps, ce qui est quasiment impossible à l'échelle actuelle des choses. Par contre, le problème du VeChain, c'est que certes, il est très peu énergivore, mais justement, il est moins décentralisé que le Bitcoin, même plutôt centralisé, et il est moins donc sécurisé que le Bitcoin, puisqu'il suffit qu'un pirate identifie les 101 nœuds validateurs du réseau de la blockchain VeChain pour corrompre l'ensemble de la blockchain VeChain. Donc ça veut dire que là on a un vrai problème au niveau du VeChain sur l'aspect décentralisation et l'aspect sécurité, contrairement au Bitcoin. Voilà, donc vous avez toujours ce dilemme, enfin ce qu'on appelle le trilemme au sein des blockchains, c'est que vous n'avez jamais une blockchain, jusqu'à aujourd'hui, qui arrive à rassembler les trois caractéristiques principale d'une blockchain, c'est-à-dire la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, c'est-à-dire l'utilisation possible en masse à l'échelle mondiale. Et là, le Bitcoin, par exemple, il est très décentralisé, il est très sécurisé, mais il n'est pas scalable. Et donc, c'est vrai qu'on a des problèmes au niveau du Bitcoin en termes de temps, technique, de transaction, pour acheter ou vendre un Bitcoin, par exemple. De même pour l'Ethereum. Alors que le VeChain, lui, une transaction se déroule quasiment à la seconde. Bon.
Ouais, donc là aussi, on a un vrai sujet sur le VeChain. C'est quelque chose que je voulais vous parler, c'est une évidence. Mais on va voir aussi comment la fondation VeChain est au courant de ce problème-là, de ce dilemme au sein du VeChain et arrive, notamment avec une mise à jour Proof of Authority 2.0, justement, à pallier et à solidifier ce pan-là des négativités du VeChain. Bon, et on en parlera bien sûr plus tard dans la vidéo. Bon. Ensuite, je vais vous parler justement maintenant des volumes en circulation et du prix du token VeChain, que ça vous donne un ordre d'idée. En cas, je suis sur CoinMarketCap, et là, j'ai la courbe des prix du VeChain depuis le début, depuis sa naissance, et on le voit que en 2019, les prix du VeChain 2020 étaient à 0,00 quelques euros, quelques centimes, et au cours du bull run de 2021, il est passé presque à 0,2 euros, c'est-à-dire 20 centimes, une énormité par rapport à son lancement de départ, avant de retomber au cours de l'hiver du bear market, eh bien, quasiment à ses prix initiaux, c'est-à-dire 0,02 euros. Bon, donc on voit bien que là, au niveau des cycles, eh bien, le VeChain prend de plus en plus d'ampleur et ce n'est pas étonnant quand il y a les bull runs parce que au niveau des partenariats, il solidifie énormément et on va le voir dans cette vidéo. Eh bien, on va dire, ses objectifs vis-à-vis et ses résultats vis-à-vis des entreprises qui commencent à utiliser de plus en plus l'écosystème du VeChain. Bon. Ensuite, on va pas s'attarder plus loin sur le volume du VeChain. Bon, vous avez vu les prix, c'était le plus intéressant, on va dire, pour le moment. Et maintenant, on va pas s'intéresser vraiment à la contrefaçon. Qu'est-ce que c'est exactement dans le monde avant de voir le rapport avec le VeChain par la suite. Déjà, la contrefaçon dans le monde, donc je vais vous montrer un article. Là, je suis sur un article de bilan.ch et la Chine et Hong Kong, d'après l'article, restent les plaques tournantes des produits contrefaits. Donc les importations issues de ce commerce illicite atteignent 121 milliards d'euros rien que dans l'Union européenne. Et vous pouvez multiplier par 5 très facilement si vous prenez à l'échelle mondiale. Donc on voit bien que la contrefaçon, ce n'est pas rien quand même en termes de commerce et de revenus financiers. Et donc en 2019, les importations de contrefaçon au sein de l'UE, voilà, représentaient 121 milliards d'euros, ça représentait quand même 6,8% du total des achats hors Union européenne. En même temps, ça représente également 480 000 emplois supprimés au sein de l'Union européenne à cause de cette même contrefaçon. Une énormité. Et donc, selon l'OCDE, en 2016, le commerce de contrefaçon représentait déjà quand même 3,3% des échanges mondiaux pour une valeur estimée à 509 milliards de dollars. Et donc depuis, là c'est en 2016, mais on sait très bien qu'avec le coronavirus, vous avez eu des confinements, eh bien il y a eu une explosion encore plus de la contrefaçon, notamment avec le commerce en ligne. Et là j'ai chiffres, un graphique de l'OCDE qui montre vraiment les cibles majoritaires des produits contrefaits. Et on a en tête, sans surprise, on a les chaussures. Ensuite on a les vêtements, les articles en cuir, donc tout ce qui appartient quelque part au domaine du luxe. Et enfin, vous avez également des équipements électriques, des équipements médicaux, et vous avez même des produits de beauté cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Et là, on atteint plutôt, dans ces derniers éléments que je vous ai cités, ce produit, même des produits dangereux, parce que quand vous utilisez de la crème, par exemple, je pense à ça, notamment, mais que c'est des produits peut-être cancérigènes ou il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a rien, ben, vous mettez votre santé en danger à cause de produits contrefaits. On voit bien que non seulement il y a quelque part un effet où il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses des entreprises, des États, mais il y a également un effet où les consommateurs qui utilisent des produits contrefaits, sans peut-être le savoir, eh bien, mettent en danger leur vie, tout simplement leur santé, sans même qu'ils le sachent. Donc, c'est vrai que la contrefaçon a un impact quand même assez important dans le monde. Et donc, en France maintenant, on va voir, là j'ai les chiffres de 2021, eh bien on estime que la contrefaçon est quand même responsable de la suppression de 38 000 postes et de 6,6 milliards d'euros de pertes. Et donc là, quand on voit ces chiffres-là, je ne peux pas m'empêcher de penser, notamment à la réforme des retraites, là, qui fait débat en ce moment chez nous en France, et on est là avec le gouvernement qui déclare inlassablement, vraiment, ça faut le dire, inlassablement, que la retraite c'est une bonne chose parce qu'il faut sauver notre système par répartition. Et leurs arguments, c'est de dire si on n'agit pas maintenant, de toute façon on n'a pas de solution pour trouver de l'argent ailleurs que
en réformant le système de retraite et en obligeant les gens à travailler 2 ans de plus. Mais là, j'ai envie de vous dire, j'ai un chiffre, on a 6,7 milliards d'euros de pertes liées à la contrefaçon. Donc là, déjà, sans aller chercher midi à 14 heures, on a déjà un axe quand même d'amélioration, avec la fraude fiscale, rien que ça aussi également, pour aller chercher de l'argent là où il manque, parce qu'on a de la contrefaçon en France. Bon, donc là, je me suis amusé un petit peu quand même à penser à ça. Bon, et donc la contrefaçon également, eh bien, elle a amené, et c'est là où j'en viens, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que à des mesures drastiques prises par notamment les entreprises, notamment donc l'Unifab, c'est un collectif de 200 entreprises rassemblées notamment en France pour lutter justement contre la contrefaçon, et cette Unifab, elle a mis en place 4 axes majeurs pour les entreprises. C'est déjà un premier axe qui est destiné à la formation d'agents opérationnels de la douane, de police et de gendarmerie pour reconnaître les vrais produits des faux produits. Un second axe qui est la sensibilisation destinée à prévenir les consommateurs, cette fois quant aux effets des conséquences de la contrefaçon. Troisième axe pour travailler sur l'influence auprès des gouvernements, enfin évoluer justement la législation des droits de propriété intellectuelle. Et le dernier axe, c'est faire un dialogue avec les principales plateformes en ligne justement d'achat et de vente, comme Amazon, Cdiscount, etc., afin de trouver des solutions, voilà, pour endiguer la contrebande. Vous voyez, on imagine déjà les coûts, rien qu'au niveau des entreprises, pour amener justement à travailler sur ces 4 axes majeurs. Ensuite, j'ai passé au niveau gouvernemental. Au niveau gouvernemental, on a la France, qui elle, pareil, elle a un système où elle se repose sur des mesures. Les mesures déjà, ça se base sur la collecte par l'INPI de l'ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon, afin de réaliser une analyse objective des diverses conséquences. C'est-à-dire qu'on a un pôle au gouvernement qui est dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je caricature, hein, à juste recueillir les données sur la contrefaçon. Donc déjà, je n'imagine même pas le coût de ce genre de choses, on a carrément un institut là-dedans. Ensuite, deuxième axe, vous avez une mise en place d'une amende forfaitaire de 200 euros, je vais vous dire, donc là c'est un travail près de la douane. Vous avez la capacité d'agents sermentés de prouver la matérialité de toutes les infractions aux dispositions de la propriété intellectuelle. Bon. Et enfin, vous avez donc 2 autres axes, c'est-à-dire le pouvoir des agents municipaux pour constater les infractions sur les ventes de biens à la sauvette, à condition qu'ils les attrapent. Premier point. Et aussi, vous avez la possibilité pour les entreprises de demander la suppression des noms de domaine. Là, c'est plus sur l'aspect numérique de la propriété intellectuelle. Bon, mais en tout cas, on voit que quand même là, on a des ressources, encore une fois, soit matérielles, humains, etc., qui coûtent des efforts, qui coûtent de l'argent et qui prennent du temps. Bon. Donc ça, c'est déjà au niveau français. Et maintenant, au niveau européen, encore plus fort, on a l'obligation de suspendre des profils identifiés comme vendeurs de produits illicites afin d'éviter la réapparition quasi instantanée des contenus signalés. Parce que c'est exactement ça le problème, c'est que quand vous avez des produits qui sont signalés contrefaits, eh bien ils réapparaissent 10 minutes après, 1 heure après, sur la même plateforme parfois, mais avec un nom différent. Donc ça c'est un vrai problème, et on voit que l'Union européenne l'avoue elle-même dans ses mesures. Ensuite, vous avez la connaissance obligatoire pour les plateformes de mettre en place un système d'identification et surtout d'assurer un système pour authentifier les produits commercialisés et proposés aux consommateurs. Et enfin, vous avez l'attribution d'un statut de signaleur de confiance, en gros de bon, quelque part, signaleur de confiance, au niveau des entreprises détentrices des droits, qui sont les seules à pouvoir avec certitude authentifier leurs produits. Donc on voit bien là qu'on a tout un système de mesures totalement inefficace en fait, qui ne supprime pas la contrefaçon, mais qui l'endigue un peu à la manière du trafic de drogue qu'on voit en ce moment évoluer au sein de l'Union européenne, et malgré toutes les mesures qu'on entend, etc., eh bien, on a les chiffres qui disent que ce commerce, ce trafic de drogue, continue de s'accroître. Et c'est un peu la même chose avec la contrefaçon, parce qu'il y a des efforts d'un côté qui sont mis en place, mais également les contrebandiers, entre guillemets, bah aussi ils modernisent leurs moyens, notamment grâce à la numérisation, etc. Bon. Et donc, maintenant, je vais vous présenter juste comment le VCN, à lui seul, il est beaucoup plus efficace que toutes les mesures réunies, mises en place par les gouvernements, et beaucoup plus coûteuses que le VCN, toutes réunies. Donc là, je vais vous montrer donc, sur un tweet, je vais vous montrer une petite vidéo de comment, eh bien, un utilisateur qui a acheté un t-shirt
eh bien, peut scanner le code barre du t-shirt et identifier si ce t-shirt-là est conforme ou pas, ou si c'est un produit contrefait. Donc là, je vous montre, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant le procédé. Vous voyez, donc là, il a scanné son t-shirt, le code barre de son t-shirt, et là, donc ça rappelle directement, donc ça le ramène sur son application VChain sur son téléphone, comme vous pouvez le voir. Ça charge un petit peu, la blockchain a vérifié, et là, comme vous pouvez le voir, le produit a été vérifié. Donc, il a également la possibilité d'avoir plus d'informations, et il peut même lire, voilà, toutes les informations liées à son produit. Il voit que ça a été parti, donc c'est en Chine. Donc, il a vraiment un tracker, hein, et c'est une édition limitée. Donc, il a toutes les informations liées à son t-shirt. Et ça, c'est très intéressant, et ça prouve de façon inévitable, inéluctable, que son produit n'est pas une contrefaçon. Et en fait, ça, c'est le principe même de la blockchain, parce que je vous rappelle que la blockchain, eh bien, l'objectif de la blockchain, c'est un système décentralisé à la base qui, eh bien, recueille toutes les informations que l'on insère sur cette blockchain de façon illimitée et de façon infalsifiable et transparente. Donc, ça veut dire que là, si vous mettez par exemple justement des informations sur un produit, sur un article produit dans une entreprise sur une blockchain, eh bien, quel que soit ce produit où qu'il aille, la personne qui scanne le code barre de ce produit-là aura toujours les informations initiales sur la blockchain qui seront infalsifiables, que personne ne pourra modifier. Voilà. Et c'est ça la blockchain du VeChain notamment. Et c'est là-dessus que mise le VeChain pour supprimer la contrefaçon. Voilà. Donc là, c'est un système qui est beaucoup plus puissant parce qu'on imagine très bien que si les douanes mettaient en place un système du VeChain ou que toutes les entreprises fonctionnaient sur le VeChain, il suffirait que les douanes, en fait, elles aient juste à scanner les codes barres de tous les produits entrants. Et si il y a un produit qui n'a pas de code barre, c'est automatiquement qu'il n'est pas été produit, par exemple, par l'entreprise, et donc c'est une contrefaçon. Et inversement, s'il y a un code barre, eh bien, on peut même, j'ai envie de vous dire, supprimer les douaniers. C'est-à-dire, vous mettez des robots, vous faites passer les produits à la chaîne, par exemple, comme dans les aéroports, là, sur les tapis roulants, et ça scanne à gogo tous les codes barres. Et dès qu'il y a un code barre qui n'est peut-être pas conforme ou qui n'est pas lié au VeChain, boum, vous supprimez le produit, il est contrefait. Voilà. Donc, c'était le principe du VeChain. Bon. Et donc, c'est pour ça que la Chine, le gouvernement chinois, a compris l'utilité du VeChain, et d'ailleurs, c'est pas une surprise si la fondation VeChain a rencontré d'ailleurs des représentants du gouvernement chinois et travaille avec eux. Donc là, je vous montre un article, donc je suis sur newschastin.com. Pourquoi la fondation VeChain a rencontré les représentants du gouvernement chinois? Eh bien, dans un rapport, la fondation VeChain, les représentants de la plateforme de blockchain d'entreprise, comme ils sont décidés comme ça, décrits comme ça, et les gouvernements ont parlé de collaborations transformatrices potentielles. L'organisation affirme être toujours prête à aider tous les secteurs, des entreprises privées au gouvernement. Voilà, là c'est l'intérêt quand même du VeChain en Chine, mais c'est également, comme on le sait, la Chine des champions du monde du contrôle numérique de leur population. Donc là aussi on remarque quand même que sur l'aspect moral, le VeChain peut être dérivé de ses objectifs initiaux pour aider malheureusement des pays comme la Chine, eh bien, à renforcer leurs mesures de contrôle sur leurs citoyens, sur leur population, malheureusement. Mais encore une fois, je rappelle, le VeChain, lui, est un outil à la base, comme la blockchain, et c'est ce qu'on en fait qui déterminera si le produit est bien ou non pour le futur de l'humanité, entre guillemets. Mais en tout cas, il existe aujourd'hui, et c'est intéressant de savoir qu'il existe et ce qu'il apporte dans la vie de tous les jours pour les entreprises et les citoyens. Bon. Ensuite, maintenant, je parlais des problèmes logistiques liés aux entreprises. Donc là aussi également, j'ai un article, donc comme vous voyez sur voxlog.fr, et vous avez des ruptures de la supply chain qui sont un problème majeur pour les entreprises. Il y a une étude mondiale donc menée par GT Nexus autour de la supply chain qui révèle que 40% de l'entreprise interrogées ont subi déjà des ruptures au niveau de leur chaîne logistique au cours des 12 derniers mois. Donc là, c'était en 2016 déjà, mais ça a augmenté au fur et à mesure du temps, bien sûr, entre-temps, jusqu'en 2022. Et donc, en fait, on se rend compte que la bête noire dans l'entreprise, c'est bien la logistique, c'est bien la supply chain. Et c'est pour ça que là, vous avez eh bien, des entreprises qui sont confrontées, bon, je vous ai fait les résumés
des principaux problèmes au niveau de la logistique. Vous avez les problèmes liés au coût du carburant, donc encore plus aujourd'hui avec la crise énergétique. Vous avez des problèmes liés au service client. Bien évidemment, avec bien sûr donc, l'essor d'Internet, la vente en ligne, eh bien, vous avez encore plus de problèmes liés avec la distance au niveau du service après-vente. Vous avez également des axes d'amélioration au niveau des processus internes, tout confondu, hein, que ce soit la production, la qualité, etc., qui posent des problèmes au niveau industriel et donc posent des problèmes au niveau de la cadence et de la rémunération des bénéfices, des chiffres d'affaires des entreprises. Vous avez également les problèmes environnementaux aujourd'hui parce que vous avez des gouvernements qui mettent en place de plus en plus des contraintes au niveau environnemental et donc les entreprises doivent s'adapter à ces problèmes environnementaux et ces contraintes environnementales. Vous avez également le contrôle des stocks, qui là est la véritable bête noire, et que si un stock est mal géré, il peut à lui seul couler l'entreprise, parce qu'un stock qui est dormant, c'est de l'argent et de la trésorerie qui dort, et de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui ne rapporte pas d'autre argent, hein, entre guillemets. Hein. Et ensuite, vous avez effectivement les règlements gouvernementaux, c'est-à-dire l'administratif, j'en passe et des meilleurs, qui, toutes les entreprises, qu'elles soient indépendantes jusqu'à les plus grosses entreprises, sont obligées d'embaucher des armadas hein, d'administrateurs, de tout ce que vous voulez, pour justement être au point sur les mises à jour des gouvernements. Bon. Et maintenant, le lien entre ces problèmes au sein de la logistique et le VTN, eh bien, au niveau par exemple du carburant, le VTN, lui, permettrait simplement de donner une vision à l'entreprise en temps réel de la quantité de carburant nécessaire pour assurer toutes les commandes, par exemple, en cours ou assurer la cadence de production de l'entreprise. Ensuite, au niveau de la traçabilité des informations en interne dans les processus, par exemple, de qualité, la blockchain du VeChain, bien paramétrée, permettrait d'optimiser au maximum, justement, ces fonctionnements-là de services précis. Ensuite, au niveau de la transparence, de la confiance et du service après-vente au niveau des clients, le VeChain lui permettrait de donner et de renforcer, comme vous l'avez vu avec la vidéo sur le code barre là, du client qui analysait son produit qu'il avait entre les mains, ça permettrait de renforcer la confiance vis-à-vis des clients de cette entreprise-là, en fournissant toutes les informations possibles et imaginables sur le produit. Et on imagine même, on va encore plus loin, aujourd'hui avec le réchauffement climatique, vous avez de nombreuses personnes qui sont très sensibles à l'empreinte carbone des produits qu'ils achètent. Et donc si vous mettez en place, si une entreprise met en place à travers la blockchain un code barre et des informations sur une preuve de zéro émission de carbone, ça pourra également faciliter la confiance qu'éprouvent les citoyens, les acheteurs, les clients vis-à-vis de cette entreprise-là. Bon. Ensuite, je vais aller encore plus loin quand on parle de réchauffement climatique. Là, j'ai un article, vous savez, de medium.com qui parle justement de la VeChain Foundation et encore plus d'un outil spécifique qu'on appelle le V-Carbone. Et par exemple, vous savez qu'en Chine, le gouvernement chinois a mis en place ce qu'on appelle le crédit carbone pour les entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise chinoise doit déjà déclarer obligatoirement la quantité d'émissions de carbone qu'elle émet au fur et à mesure des années, et en fonction de cette production, cette émission de carbone, le gouvernement chinois la récompense ou non en crédit carbone. Et donc, grosso modo, plus une entreprise émet d'émissions de carbone et moins elle a de crédit carbone. Et donc, c'est pour ça que en fait, les entreprises en Chine se basent de plus en plus sur des outils du type V-Carbone qui permettent justement aux entreprises de mesurer leurs émissions de carbone. Et donc, c'est par exemple ce que veut mettre en place le gouvernement français là dans les temps qui viennent pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est justement d'obliger les entreprises françaises à mesurer dans un premier temps leurs émissions de carbone et à les déclarer par la suite, sans parler encore pour autant de crédit carbone. Mais c'est quelque chose qui est en cours et qui a de fortes chances de voir le jour en Europe et en France. Donc là, la Chine également a de l'avance au niveau de l'utilisation de la blockchain du VeChain dans cet aspect-là environnemental. Et donc, enfin, au niveau des règles gouvernementales, en fait, on voit que si l'ensemble des processus internes de l'entreprise sont extrêmement bien contrôlés, il est évident qu'une entreprise aura beaucoup plus de facilité à mettre en place des mesures derrière pour respecter les règlements mis en place par les gouvernements et les administrations.
Voilà, donc là on voit bien qu'en fait le VeChain il répond non seulement à la lutte contre la contrefaçon de façon efficace, mais en plus il répond également à un besoin d'amélioration dans le secteur de la logistique aussi et de la supply chain des entreprises. Donc c'est un peu l'outil 3.0 à ce niveau-là pour les entreprises. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, on va passer également un peu au futur paradigme du VeChain, enfin, en tout cas qu'offre les opportunités du VeChain, notamment avec l'intelligence artificielle et surtout les données numériques. Donc là, on va s'intéresser déjà aux données numériques qui sont considérées comme, alors par cet article-là sur proorange.fr, comme l'or noir du 21e siècle, c'est-à-dire un peu le successeur du pétrole dans le commerce international au niveau des revenus. C'est vrai que si cette analogie elle est très forte, elle est quand même assez juste, je trouve, parce que là j'ai une étude de l'International Data Corporation qui a fait une étude et considère que près de 152 milliards d'euros ont été générés en 2019 à travers quelque part le commerce des données numériques. Et en fait, il faut comprendre que les données numériques, c'est tout ce qui est les données personnelles laissées par les internautes en ligne. Par exemple, c'est la ressource majeure des entreprises du numérique comme les géants du numérique, Google, Facebook, Tencent, enfin, les entreprises du numérique chinoises qui sont extrêmement friandes justement de données numériques, mais pas que les entreprises, il y a également les gouvernements. Et là, on peut penser par exemple, je donne un exemple très criant de l'utilité des données numériques au sein des gouvernements. Eh bien, vous vous rappelez la campagne de Donald Trump en 2017, où Donald Trump a été élu contre toute attente et contre tous les sondages existants. Eh bien, Donald Trump, il s'est basé sur une entreprise spécialisée dans l'analyse et l'exploitation des données numériques, c'était Cambridge Analytica. Et en fait, Cambridge Analytica a recueilli les données numériques de Facebook à travers un partenariat, on imagine très bien, avec Facebook, et s'est servi de ces données pour par la suite influencer des, des membres, des électeurs américains qui étaient très sensibles, en fait, au discours de Donald Trump, mais qui n'avaient pas encore décidé s'ils allaient voter pour Donald Trump. Et c'est comme ça que Cambridge Analytica, à travers les données numériques, a permis d'influencer des dizaines de milliers d'électeurs américains en faveur de Donald Trump. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, quand vous allez sur Google et que vous tapez une recherche sur une pizza ou sur un vêtement, et bien derrière, ne soyez pas étonné si quand vous allez sur d'autres sites internet, eh bien vous soyez matraqué de publicités sur des vêtements, des pizzas ou ce que vous avez recherché auparavant. Parce que tout est connecté, les données numériques s'échangent les unes par rapport aux autres et les géants du numérique exploitent à fond, grâce à l'intelligence artificielle, justement, eh bien, l'exploitation de vos données personnelles, de vos recherches, de vos envies, etc. Voilà. Et donc tout ça, ça représente un commerce qui est en total essor et qui va représenter une part du gâteau de plus en plus forte au fur et à mesure des années. Voilà. Et donc, pour faire le lien maintenant avec le VeChain, c'est que vous avez d'un côté une émergence du numérique, une émergence de la qualité de nos intelligences artificielles. On peut penser notamment à ChatGPT récemment qui est en train d'inquiéter même les autorités dans les écoles, etc. Parce que ChatGPT, c'est un algorithme extrêmement poussé qui est capable de répondre à n'importe quelle question. Et là, on obtient de plus en plus une technologie qui est en train de dépasser totalement l'humanité au fur et à mesure. Hein, c'est pas encore le cas, mais on se dirige quand même vers ce plan-là au niveau technologique. Et c'est vrai que donc d'un côté, vous avez l'intelligence artificielle qui permet d'exploiter les données numériques, mais de l'autre côté, vous avez la blockchain, le VeChain, qui permet de recueillir les données de façon quasiment sûre et de façon infalsifiable. Parce que si vous avez une intelligence artificielle qui exploite, qui peut être la meilleure du monde, mais qui exploite des données qui sont fausses, et bien derrière, vous aurez forcément un résultat, même si vous avez l'intelligence artificielle la meilleure au monde, qui ne seront pas adaptés par rapport à la réalité du terrain, parce que les données de base seront fausses. Voilà. Et donc là, on voit très bien l'importance du couplage, en fait, entre la blockchain, le VeChain, par exemple, hein, et à côté, l'intelligence artificielle dans l'écosystème que représente la technologie future au niveau des données numériques.
Et je ne parle pas bien sûr de l'aspect moral dans tout ça, je ne parle pas du fait que la Chine, c'est championne du monde de l'exploitation des données numériques, de l'intelligence artificielle pour assurer le contrôle sur ses citoyens, etc. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Bon, maintenant, je vais passer au métaverse, parce que là aussi, on a parlé des entreprises, mais le VeChain a également une toile d'araignée parce qu'il est de plus en plus intéressé, notamment vis-à-vis du métaverse. Et là aussi, le métaverse, si je trouve que c'est très intéressant que le VeChain ait quelques doigts, quelques pattes dans ce secteur-là, c'est que le VeChain est quand même considéré comme un marché à 1 trillion de dollars même d'ici 2025, de l'aveu même du forum de Davos, que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il n'y a pas longtemps si vous voulez être intéressé, où et vous avez le Klaus Schwab qui est en pleine conversation qui déclare que le métavers est très intéressant et qu'il y aurait un marché de 1 trillion de dollars d'ici 2025 sur le métaverse. Bon. Et donc, ça veut dire que d'ici là, tous les projets, toutes les blockchains solides, tous les projets solides qui sont en lien avec le métavers ont toutes leur chance de se développer là-dedans. Et donc là, je pense à plusieurs projets en lien avec la blockchain du VeChain lié au métaverse. Donc je pense notamment à ExoWorld, Mad Viking Gang. Donc là, je vous montre un petit peu, je vous montre ce que c'est. Par exemple, là, j'ai une sorte de projet de métaverse lié sur la blockchain du VeChain, c'est-à-dire que c'est lié, comme vous pouvez le voir, à des wallets liés au VeChain, sur l'écosystème VeChain. Et là, vous pouvez acheter des NFT de planètes, comme vous pouvez le voir, avec du VeChain notamment. Et donc les planètes, ce sont des NFT qui derrière vont servir de base, comme vous pouvez le voir ici par exemple, pour un écosystème de métaverse et un jeu Play to Earn également en parallèle pour les utilisateurs, les joueurs de ce jeu-là. Mais à la base, c'est considéré comme une sorte de métaverse. Voilà, donc c'est aussi intéressant que ce genre de projet émerge au sein du VeChain parce que derrière, c'est bien sûr l'écosystème du VeChain qui est concerné. Et donc là, de même, je suis sur ce qu'on appelle V6, c'est une plateforme d'achat qui est basée uniquement sur la blockchain du VeChain et où vous avez donc les utilisateurs qui peuvent acheter des NFT, des collections, là également sur cette marketplace. Et là aussi, vous voyez, c'est uniquement du VeChain qui est disponible, qui est possible pour acheter justement des NFT. Donc là, par exemple, vous avez un MadV Ape, donc un NFT qui peut être acheté à 110 000 VeChain, etc. Et donc là, on voit bien que non seulement le VeChain a une place dans les entreprises, mais il a également une place dans les NFT, les collectibles numériques, mais également dans les jeux, Play to Earn, et donc dans les métaverses derrière. Voilà. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant que ce genre de projet solide aille jusque-là. Bon. Ensuite, maintenant, on va voir les partenariats depuis la fondation du VeChain et on va voir l'évolution de ces partenariats. Donc déjà, il est intéressant de savoir que le VeChain compte pas moins de 147 partenariats. Là, c'est au 13 janvier 2022, mais depuis, ça s'est encore étoffé. Je pense qu'on a dépassé largement les 150 partenariats. Donc déjà, il faut savoir que la fondation VeChain a des partenariats avec DNV. Donc c'est un des leaders mondiaux quand même dans l'assurance qualité, le management des risques d'entreprise. Avec DNV, on entend énormément parler. Ensuite, il y a également un partenariat principal avec PwC. C'est un des 4 plus gros auditeurs mondiaux. Ensuite, vous avez également des partenariats avec Fenbushi Capital, qui est une des plus grosses entreprises justement du blockchain au niveau asiatique. Vous avez des entreprises au niveau communautaire, c'est-à-dire dans l'écosystème des NFT que je vous ai présenté, qui s'appelle Vim World. Vous avez également des partenaires au niveau de la recherche, donc Michigan State University, Oxford, Dartmouth, etc. Vous avez également tout ce qui est au niveau des dApps, c'est-à-dire les applications construites sur l'application du VeChain Tor, MyBaby, MyCare Trust, etc. Vous avez également des gouvernements en partenariat, notamment le gouvernement de San Marino, vous avez le gouvernement mongolien, de Mongolie, de Mongolie. Vous avez également le gouvernement chinois, vous avez également l'Allemagne qui est de plus en plus intéressée par le VeChain au niveau gouvernemental. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on voit que les gouvernements sont en général frileux par rapport au Bitcoin notamment et appellent de plus en plus à la régulation des crypto-monnaies. Mais pas tant que ça vis-à-vis du VeChain qui est un peu l'ovni
au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. Bon, ensuite, vous avez également des partenariats qui ont été mis en place au niveau des supermarchés, notamment Walmart, Ailleurs, Norway in a Box, No Seafood, etc. Vous avez également le milieu des télécoms qui s'intéresse de très près au VeChain avec China Unicom, NTT Docomo. Vous avez tout ce qui est l'aspect logistique avec le très célèbre entreprise DHL que tout le monde connaît bien évidemment. Vous avez tout ce qui est l'aspect également de l'énergie avec Shanghai Gas, Hydro. Comme vous pouvez le voir, c'est souvent des entreprises en Chine parce que le VeChain part de la Chine de base. Mais ce qui est intéressant, c'est que les partenariats avec le VeChain commencent également à atteindre les États-Unis, l'Europe. Et on va le voir. Ensuite, au niveau médical, vous avez également Bayer, AG Medi Hospital en tant que partenaire du VeChain. Au niveau de la mode, bien sûr, vous avez LVMH, Fashion for Good, etc. Au niveau automobile, vous avez BMW, vous avez même le groupe Renault qui s'intéresse de près au VeChain, qui a un partenariat avec le VeChain. Vous avez le sport, c'est le dernier partenariat en date. Vous avez l'UFC, donc un gros partenariat. Et vous avez également le ATP Tour, c'est-à-dire le tennis, a conclu un partenariat avec le VeChain. Donc c'est quand même pas rien. Et le plus gros partenariat, je dirais, en date à ce jour au niveau mondial, c'est bien sûr le partenariat entre VeChain et AlchemyPay, qui a permis de créer quelque part une visibilité du VeChain, une utilité surtout du VeChain en tant que paiement dans près de 2 millions de magasins. Donc là, on voit que AlchemyPay, c'est peut-être la première étape du VeChain pour derrière avoir peut-être un partenariat à terme avec Visa et Mastercard. On peut très bien imaginer. Donc pourquoi pas. Voilà, donc là, c'est vraiment l'aspect au niveau des partenariats. Maintenant, je vais passer au niveau des gouvernements. Je fais un focus là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant de voir le comportement des gouvernements vis-à-vis des crypto-monnaies, d'une part, et le comportement des gouvernements vis-à-vis du VeChain de l'autre part, qui est totalement différent et un peu ovni, comme je le répète, par rapport aux autres crypto-monnaies. Et en fait, ce qui fait vraiment, c'est ça l'attrait du VeChain par rapport aux autres blockchains plus avancées dans le monde, c'est sa capacité justement à attirer la faveur des gouvernements. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas de toutes les autres blockchains réunies dans le monde. Et donc, par exemple, la blockchain du VeChain a été quand même reconnue par le gouvernement allemand officiellement. Donc là, par la gestion intelligente, alors je vais retrouver l'article, je vais vous montrer, je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sur passioncrypto.com. Donc le VeChain reconnu par le gouvernement allemand pour sa gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement. C'était au 10 juin 2020. L'Office fédéral allemand de la sécurité informatique a publié une étude reconnaissant VeChain et sa technologie. L'étude décrit que VeChain a de nombreux partenaires dans différentes branches de l'industrie en raison de sa technologie de pointe. Dans une étude publiée donc, par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information, VeChain est reconnu parmi 300 blockchains pour sa gestion intelligente, etc. etc. Et donc, l'étude avait considéré donc, 4 critères dans son évaluation. Donc, la blockchain devait être pertinente sur le marché, le nombre d'incidents de sécurité était étudié, ainsi que la sécurité et l'évaluabilité. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de pas négligeable pour le VeChain, c'est que même l'Allemagne considère que le VeChain, ce n'est pas rien. Ensuite, bien sûr, on parle du San Marino, du gouvernement de Mongolie, qui ont carrément adopté un partenariat avec le VeChain officiellement. La Chine, et là notamment, je vous montre un article de Journal du Coin, donc je vous montre là, alors, je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc Bitcoin un Ponzi, la Chine rejoint le club des détracteurs de crypto. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est que la Chine a même interdit le Bitcoin récemment, que là c'était un article du 28 juin 2022, mais donc entre-temps la Chine a carrément interdit le Bitcoin, notamment le minage de Bitcoin sur son territoire. Par contre, elle a quand même un partenariat, alors plus ou moins officiel, avec le VeChain. Et c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, vous avez les gouvernements qui sont inquiets de l'essor des crypto-monnaies qui sont décentralisées et donc qui font concurrence à leurs monnaies numériques qui vont émerger pour la plupart, à part la Chine qui a déjà son yuan numérique et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a interdit le Bitcoin. Mais en parallèle, ils ont tellement besoin de la technologie de la blockchain comme le VeChain qu'ils ne peuvent pas interdire le VeChain totalement. Et c'est ça qui est très intéressant quand même au niveau du VeChain. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve très intéressant.
Et donc, c'est pour ça que là, on a vraiment un décalage dans le ton des gouvernements entre le Bitcoin et le VeChain. Et c'est pour ça que pour moi, le VeChain est bien plus, on va dire, fort sur l'aspect pertinence et utilité dans le monde, parce qu'il apporte une utilité dans les entreprises. Voilà. Contrairement au Bitcoin, qui lui apporte une utilité uniquement sur l'aspect de valeur refuge, comparé à l'or par exemple, d'échange de transactions, de valeurs numériques, etc. Voilà. Et donc après, derrière, on va voir passer à l'équipe du projet. Donc bien sûr, je vous ai parlé de Sunilu, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le PDG de la fondation VeChain, mais il n'y a pas que lui dans la fondation. Il y a également le vice-président Jay Zhang, qui a fait 15 ans chez Deloitte UK, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, et PwC China, donc en Chine. Et donc, tous ces deux entreprises, comme par hasard, sont des partenaires de la fondation VeChain. Ensuite, il y a également Jian Liang, Jeju, donc c'est des Chinois, hein, évidemment. Donc, c'est eux, lui, c'est le Manitou technologie au sein du VeChain, puisqu'il a une expérience de 16 ans dans le milieu des domaines technologiques, voilà, avant de rejoindre la fondation VeChain. Donc, il y a vraiment des. Donc, je vous invite, là-dessus, je vous mettrai peut-être un lien, des LinkedIn, pour que je vous invite à voir, on va pas éplucher là dans la vidéo pour trop longtemps, déjà qu'elle est longue la vidéo, tous les détails des personnages qui travaillent pour la Fondation VeChain, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, ce qui est très important, c'est de pouvoir mettre un nom, un visage dans l'équipe qui travaille sur le projet VeChain. Parce que plus on connaît les personnes qui travaillent sur le VeChain, plus elles sont identifiables et moins il y a de chances que le projet soit une arnaque. Par exemple, comme ça a été le cas pour de gros projets, enfin un grand nombre de projets crypto où les équipes étaient anonymes et donc en fait elles sont parties d'un moment avec la caisse et comme personne ne savait qui elles étaient, eh bien ils étaient tranquilles et au niveau légal ils n'ont pas pu être embêtés puisque personne ne savait qui ils étaient. Voilà, donc là c'est très important de savoir quand, si vous voulez investir dans un projet, savoir qui y a derrière ce projet-là. Parce que maintenant, on va passer au futur du VeChain. Alors là, pour le coup, on ne peut faire que des hypothèses. Personne ne connaît l'avenir. Moi, encore moins, je n'ai pas de boule de cristal. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement mettre des hypothèses sur eh bien, la capacité du VeChain à représenter une utilité. Et là, pour le coup, je pense que le VeChain est vraiment très bien positionné pour représenter vraiment un atout à la fois pour les entreprises, à la fois pour les gouvernements, mais également pour le recueil, par exemple, des données numériques, comme on l'a vu, couplé avec l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que le VeChain a toute sa place, un peu dans le triangle technologique que représente le futur, je vais dire, du numérique de l'humanité, enfin, selon mon point de vue en tout cas, entre la blockchain, l'intelligence artificielle et le big data. Voilà. Et je pense que c'est autour de ces trois aspects technologiques que le numérique va se tourner à l'avenir. Et donc, il faudra forcément qu'il y ait des blockchains extrêmement bien poussées, puissantes pour recueillir les données. Il y aura bien sûr le big data, les données numériques en tant que telles, et il y aura l'exploitation de ces données numériques grâce à une intelligence artificielle qui sera de plus en plus poussée. Et ces trois outils-là permettront, s'ils sont bien maniés, utilisés, soit d'aider l'humanité, soit de la contrôler, de la mettre sous couvercle. Je pense que ce sera l'un ou l'autre. Mais bien sûr, ce sera le cas où ce sera à nous, les êtres humains, de choisir dans quelle direction on utilise ces outils, car je rappelle toujours que tout cela n'est pas encore que des outils. Et c'est ce qu'on en fait, nous, les humains, qui en détermine si c'est bien ou mauvais. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est intéressant de voir que le VeChain est une blockchain qui est orientée également sur l'aspect métaverse, même s'il y a beaucoup moins d'utilité dans le métaverse que d'autres blockchains. Mais en tout cas, surtout au niveau des entreprises, voilà, je trouve que le VeChain a vraiment tout pour réussir, excepté peut-être l'aspect du consensus Proof of Authority qui est peut-être la faiblesse du VeChain et qu'il ne faut pas négliger parce que n'importe quelle blockchain, on peut la vanter comme être la plus sûre du monde. C'est aucun processus, on le sait, n'est à 100% inviolable au fur et à mesure surtout de l'évolution des technologies. Et quand on dit évolution des technologies, on dit évolution aussi des technologies de contrefaçon, de hacking, etc. Voilà, donc ça, il ne faut pas le négliger non plus.
Donc ça se trouve peut-être que le VeChain est aussi destiné à l'échec parce qu'il y a des failles dans son consensus de Proof of Authority qui ne sont pas encore visibles et détectables et détectées. Voilà, donc ça, il faut également le garder en tête avant de considérer ce projet-là comme un investissement ou comme un projet d'avenir. Mais après, j'ai envie de vous dire, tout projet, quel qu'il soit, est un pari forcément, que ce soit au niveau des fondateurs, de la création ou des investisseurs, etc. Donc ça, bien évidemment, c'est pour ça que tout le monde doit prendre ses responsabilités avant soit de créer un projet, soit d'y participer ou d'y investir. Bon, donc maintenant, j'ai passé bien sûr à la méthode par proof, le consensus Proof of Authority 2.0, c'est-à-dire la mise à jour qui permet aux développeurs de la blockchain du VeChain de certifier que les anciennes faiblesses au niveau de la décentralisation, de la sécurité et surtout de la sécurité d'ailleurs du VeChain sont justement palliées et que ces problèmes de sécurité anciens résolus vont permettre enfin la mise en place à grande échelle, très grande échelle, du VeChain dans les entreprises au niveau mondial. Et donc, déjà, il faut comprendre, c'est que le Proof of Authority 2.0, c'est une mise à jour du consensus au sein de la blockchain VeChain Tor, donc du VeChain, qui, je rappelle, est très affaibli en raison de son faible nombre de nœuds de validateurs de validation, et donc parce qu'ils sont au nombre de 101 nœuds. Or, contrairement au Bitcoin qui a une multitude de nœuds à travers le nombre d'ordinateurs qui minent du Bitcoin, eh bien là, dans le VeChain, on n'a que 101 nœuds, et donc on a un réseau qui est fragile si, par exemple, un hacker détecte un des nœuds et arrive à le corrompre. Parce qu'en ce cas-là, ça veut dire qu'il arriverait à corrompre toute la blockchain du VeChain, comme je l'expliquais déjà. Et donc, cette mise à jour Proof of Authority 2.0, en fait, elle intervient dans ce qu'on appelle la VRF, c'est-à-dire en mettant en place une fonction d'aléa vérifiable. C'est-à-dire que cette fois, il n'y aurait plus de possibilité pour les hackers d'intercepter, par exemple, un nœud, de le corrompre, parce que cette fois, il n'aurait plus la possibilité de prévoir, d'anticiper quel nœud va valider telle transaction. En fait, là, cette VRF permettrait de mettre en place justement un aspect aléatoire dans la fonction de validation dans les nœuds de transaction au sein de la blockchain du VeChain. Et donc cette fonction permettrait justement de totalement supprimer les risques de corruption et permettrait également de supprimer les risques de fork, c'est-à-dire le fait qu'un réseau puisse se séparer, se scinder en deux réseaux, et une sorte de ramification, comme l'ont subi par exemple plusieurs blockchains dans le passé, et notamment le Bitcoin Cash, qui est en fait un fork du Bitcoin à la base. Voilà. Et donc, cette dernière mesure en fait permettrait également de confirmer donc les transactions avant même qu'elles soient validées au niveau technique. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que là, ça permettrait également d'améliorer encore plus les performances techniques de la blockchain VeChain, qui sont déjà quand même pas tristes et qui sont plutôt poussées par rapport même au niveau du Bitcoin. Et donc, après, voilà, c'est tout l'enjeu de cette mise à jour, c'est que les développeurs la vantent un petit peu comme le tremplin du VeChain à l'échelle mondiale au niveau de l'utilisation dans les entreprises, mais après, ce sont les développeurs qui l'annoncent. Donc attention à ce niveau-là. Il y a quand même des risques, c'est que le fondamental du VeChain, c'est qu'il n'y a que 101 nœuds de validation. Donc l'aspect décentralisé n'est déjà pas au rendez-vous pour le VeChain. Et ça, c'est dommage quand on pense que la décentralisation, c'est l'essence même des crypto-monnaies, par exemple, à travers le Bitcoin. Et donc, comme ça, le Bitcoin, ce qui fait sa force, c'est qu'il n'est pas dans les mains des autorités centralisatrices comme les autorités financières ou les gouvernements, mais il est dans les mains des utilisateurs, des citoyens au final. Alors que le VeChain, à travers ses 101 nœuds, il suffit que les propriétaires de ces 101 nœuds se concertent pour qu'il y ait un pouvoir finalement centralisé qui émerge au milieu du système décentralisé malgré tout qu'est le VeChain, du moins en théorie. Voilà. Donc ça, c'est aussi un risque qu'il faut prendre en compte à l'avenir, même si cette mise à jour Proof of Authority devrait rendre justement ce problème de centralisation impossible, puisqu'il y a un système aléatoire qui devrait être mis en place, comme je vous l'ai expliqué, et donc qui ne peut pas être corrompu, ou que les validateurs ne peuvent pas se connaître entre eux, etc. Bon.
Après, voilà, ça c'est la théorie, donc on ne sait pas trop. Mais grosso modo, c'est censé être bien pour l'évolution du VeChain. Ensuite, maintenant, j'ai parlé des dangers autour et au sein du VeChain, donc notamment le danger de la liberté d'expression et de la vie privée, notamment en Chine. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai que là, moi, je vous ai vendu le VeChain en quelque part parce que je trouve que c'est un projet solide pour les entreprises, mais pour les entreprises. Mais après, par contre, pour le reste, pour par exemple les citoyens, pour la vie de tous les jours, pour les gouvernements, s'ils utilisent le VeChain en comme la Chine, ce sera l'outil parfait pour eux pour recueillir les données personnelles laissées soit sur Internet, soit quand vous traversez par exemple un feu rouge, eh bien vous avez l'information qui, si c'est mis en place bien sûr, qui pourrait être reliée à la blockchain du VeChain et donc mettre des alertes au gouvernement et vous favoriser les amendes, etc. Enfin, on peut tout imaginer parce que le VeChain mal utilisé permettrait de recueillir des données qui iraient à l'encontre des citoyens, potentiellement. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on entre dans un débat, je pense, à une époque de notre histoire où on a des outils puissants qui émergent et c'est à nous vraiment, les êtres humains, de faire en sorte que ces outils soient bien utilisés. Et que s'ils commencent à être utilisés à mauvais escient, eh bien, il faut que nous, les citoyens, on dise non au gouvernement, on dise non au, au pouvoir centralisé qui voudrait mettre en place ces outils-là pour nous contrôler, etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention parce que ces outils sont extrêmement puissants, ils sont bien pour l'humanité, mais à condition qu'ils s'en servent bien. Voilà, donc ça va être la petite conclusion de la vidéo. J'espère qu'elle aura été très longue. Moi-même, je suis fatigué, je dois avouer. Donc bravo si vous êtes allé jusqu'au bout et que vous m'avez écouté avec intérêt. Et puis sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions sur le VeChain. À me faire des commentaires également si vous avez des commentaires à faire. Et puis voilà, et puis je vous invite également à vous abonner si vous avez aimé parce que j'ai beaucoup bossé là, sur le VeChain, je dois avouer. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, moi écoutez, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et ciao.